Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un livre de 1949, mais qui a des allures de science-fiction, j'ai envie de dire. C'est L'organisation du comportement de Donald O.H.B. C'est vraiment un livre fondateur. Ah oui. Et l'ambition de Hebb à l'époque, elle était complètement folle. Il voulait construire un pont entre deux mondes qui s'ignoraient. D'un côté, la psychologie qui observait le comportement de l'extérieur, quoi. Mhm. Et de l'autre, la neurophysiologie qui regardait à l'intérieur du cerveau, au niveau des neurones. Notre mission, là, c'est de comprendre comment il a pu bâtir une théorie entière de la pensée et de l'apprentissage, à partir d'une seule petite idée sur la connexion entre deux neurones. C'est le début d'une vraie révolution. Exactement. Et pour bien mesurer cette révolution, il faut vraiment se remettre dans l'ambiance de l'époque. Le cerveau, pour la plupart des psychologues, c'était une boîte noire. On ne voulait pas savoir ce qu'il y avait dedans. On ne voulait même pas y penser. Le courant dominant, le behaviorisme, disait en gros « ce qui se passe dans la tête, on s'en fiche, on ne peut pas le mesurer. Ce qui compte, c'est le stimulus qui entre et la réponse qui sort. Un peu comme un distributeur automatique. On met une pièce, on appuie sur un bouton, on a une boisson. Fin de l'histoire. » C'est tout à fait ça. Et Hebb, il arrive et il dit « non, mais attendez, le plus intéressant, c'est justement la machine. » Il postule que le cerveau, en fait, il n'est jamais au repos. Il est constamment actif. Et c'est cette activité interne, autonome, qui est la clé pour comprendre des choses aussi complexes que l'attention, l'imagination. L'intention. L'intention, exactement. En fait, c'est lui qui a ouvert la boîte noire. Et il ne l'ouvre pas n'importe comment, il part d'un paradoxe qui, à l'époque, laissait tout le monde perplexe. Ah oui, l'histoire des lésions cérébrales. C'est ça. Comment est-ce possible que des patients, après des opérations chirurgicales hyper lourdes où on leur enlève des morceaux entiers du cerveau, comment est-ce possible qu'ils ne montrent parfois aucune baisse de QI? On s'attendrait à un effondrement, pourtant. Logiquement, oui. Tu enlèves une partie du moteur, la voiture va moins vite. Mais là, non. Pas toujours. Et cette énigme, ça le pousse à tout remettre en question. Y compris le truc le plus évident pour nous, voir. Et sa conclusion elle est juste déstabilisante. Il affirme que voir un triangle, par exemple, ce n'est pas un truc instantané. C'est une compétence, ça s'apprend. C'est exactement ça. Et c'est là qu'il va chercher des études qui sont fascinantes et un peu troublantes à la fois. Celle de von Senden. Racontez-nous ça. Von Senden a documenté les cas de personnes nées avec une cataracte congénitale, donc aveugles de naissance. Et on les opère à l'âge adulte. Pour la toute première fois de leur vie, leurs yeux fonctionnent. Et alors, que se passe-t-il? On imagine une révélation, des larmes de joie. Eh bien, pas du tout. C'est le chaos, un chaos visuel total. Ils sont absolument incapables de faire la différence entre un cercle et un triangle qu'on pose juste devant eux. Attendez, ça c'est dingue. On pense que voir, c'est comme allumer la lumière. D'un coup, le monde apparaît. Mais là, vous dites que pour eux, c'est juste du bruit visuel. C'est une excellente image. C'est un brouhaha. Hebb fait une distinction très subtile ici. Le patient perçoit ce qu'il appelle l'unité primitive. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il voit bien qu'il y a un truc. Une forme qui se détache du fond. Ça, cette capacité-là, elle semble innée. d'accord, Mais ce qui lui manque complètement, c'est l'identité de ce truc. Il voit que quelque chose est là, mais il ne sait pas ce que c'est. Reconnaître ce truc comme étant un triangle, c'est une toute autre histoire. Ça demande un apprentissage d'une lenteur. une difficulté qu'on n'imagine même pas. Exactement. Mais est-on bien sûr que ce n'est pas juste un problème de langage? Ils n'ont jamais appris le mot triangle associé à une image. Comment Hebb sait que c'est vraiment la perception qui est en jeu? Question cruciale. Et la preuve, elle vient de la fragilité incroyable de leur apprentissage. Un patient peut mettre des semaines, voire des mois, à apprendre péniblement à dire carré quand on lui montre un carré en carton. D'accord, il finit par y arriver. Il y arrive, bravo. Mais si on prend ce même carré et qu'on le retourne pour montrer l'autre face, d'une autre couleur, le patient est de nouveau perdu. Il ne le reconnaît plus. Ah ouais? Un autre exemple, il apprend à le reconnaître quand le carré est posé sur la table. Si on le suspend en l'air avec un fil, c'est comme s'il ne l'avait jamais vu de sa vie. Donc il n'a pas appris le concept abstrait carré. Pas du tout. Il a appris une collection de sensations hyper spécifiques. Le carré marron en carton sur la table. Si on change un seul élément, tout s'écroule.
Je dois avouer que ça me perturbe un peu. J'ai toujours eu l'impression que mes yeux, c'était une sorte de caméra. Et là, on comprend que le cerveau, lui, a dû apprendre à être un monteur de génie qui assemble des milliers d'images partielles pour en faire un film qui a du sens. C'est ça. C'est vertigineux. Et Hebb explique comment ça se passe, cet apprentissage. Oui, et il insiste sur un point, c'est un processus actif. Pour apprendre ce qu'est un triangle, le patient doit le construire avec son regard. Littéralement, il doit suivre les contours avec ses yeux, s'arrêter sur un angle. Mhm. Puis sur le deuxième, puis le troisième. Voilà, c'est la coordination de ces mouvements oculaires et des sensations visuelles partielles qui, répétées encore et encore, va finir par créer une représentation stable du triangle dans le cerveau. Voir, ce n'est pas recevoir passivement, c'est explorer activement. D'accord. L'expérience vient sculpter la perception, mais la grande question c'est avec quel outil? Si cet apprentissage laisse une trace, elle doit bien être physique, matérielle. Comment une expérience qui dure quelques secondes peut changer durablement le câblage du cerveau? On y arrive, c'est le cœur du réacteur de sa théorie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la règle de Hebb ou le postulat de Hebb. Le fameux postulat. Le fameux postulat. Il a écrit une phrase qui est devenue culte. Un peu dense avec les mots de l'époque, mais l'idée derrière est d'une simplicité lumineuse. Je la cite. Allez-y. Lorsqu'un axone de la cellule A est assez proche pour exciter une cellule B et participe de façon répétée ou persistante à son activation, un processus de croissance ou un changement métabolique se produit dans l'une ou les deux cellules, de sorte que l'effectivité de A en tant que l'une des cellules activant B est augmentée. Ouf, c'est un peu technique en effet. On peut traduire en langage de 2024. Bien sûr, la traduction moderne, beaucoup plus simple, c'est les neurones qui s'activent ensemble renforcent leur connexion. Ah, voilà. Et le slogan en anglais est encore plus connu. Neurons that fire together, wire together. Les neurones qui s'allument en même temps se lient ensemble. C'est aussi simple que ça. Si deux neurones ont l'habitude de parler en même temps, le chemin entre eux devient plus facile, plus rapide, plus efficace. C'est vraiment comme créer un sentier dans une forêt. Plus on l'emprunte, plus il devient large et facile à suivre. C'est le mécanisme de base de la plasticité cérébrale. D'accord, ça c'est la règle du jeu, le principe de base. L'expérience vécue creuse des autoroutes dans notre cerveau. Mais comment on passe de cette règle microscopique, entre deux malheureux neurones, à la construction d'un chef-d'œuvre comme la reconnaissance d'un triangle? Eh bien, c'est là que Hebb introduit son deuxième concept génial, l'assemblée de cellules. Une assemblée de cellules. Oui. Revenons à notre patient qui regarde le triangle. Quand son œil se fixe sur le premier angle, un certain groupe de neurones s'active dans son cortex visuel. Puis, il déplace son regard vers le deuxième angle. Un autre groupe de neurones s'allume. Et ainsi de suite pour le troisième. Voilà. Et comme ces activations se produisent très proches dans le temps et de façon répétée, la fameuse règle « fire together, wire together » s'applique à grande échelle. Les neurones de ces différents groupes commencent à tisser des liens très forts entre eux. Ils finissent par former une sorte de club, de réseau super connecté. Et ça, c'est une assemblée de cellules. C'est l'empreinte neurologique du triangle. Donc, ce n'est plus juste une collection de neurones qui travaillent chacun dans leur coin. Non. C'est une nouvelle entité. Une équipe qui a appris à travailler ensemble. C'est une excellente image. C'est une équipe. Et cette équipe, une fois qu'elle est formée, elle a une nouvelle capacité qui est extraordinaire. Si on active ne serait-ce qu'une toute petite partie de l'assemblée, par exemple, si on voit juste un seul angle du triangle, Un reste suit. l'activation se propage comme une traînée de poudre à toute l'équipe. L'assemblée entière s'enflamme. Et encore mieux, l'activité peut continuer à tourner en boucle dans ce réseau pendant un court instant, même si on enlève le triangle. C'est un phénomène de réverbération. Et ça, c'est la base de la pensée. C'est la capacité d'avoir une image mentale. Penser au triangle, c'est simplement réactiver cette assemblée de cellules sans que le triangle soit là, physiquement. C'est exactement ça. C'est la première fois qu'on a un modèle qui explique comment le cerveau peut penser à un truc qui est absent. C'est la mémoire à court terme qui prend forme sous nos yeux. C'est un pont direct entre l'activité des neurones et l'expérience subjective de la pensée ou du souvenir. La première fois que j'ai lu ce passage, j'ai dû poser le livre. Ça a complètement changé ma façon de voir ce que ça veut dire avoir une idée en tête. Ce n'est pas une abstraction qui flotte dans l'air, c'est un événement physique, concret, l'activation coordonnée d'un réseau de neurones. D'accord. Donc, on a la brique de base, l'assemblée de cellules, qui représente une idée, un concept simple. Mais mon cerveau ne pense pas en briques isolées.
Ça bouge, ça s'enchaîne, c'est un flux. Je pense à vacances, puis ça m'amène à plage, puis à crème solaire. Comment Hebb connecte les briques entre elles pour créer un train de pensée? Il le fait avec son troisième et dernier grand concept, la séquence de phases. La séquence de phases. Le principe est exactement le même que pour les neurones, mais un cran au-dessus. De la même manière que des neurones se lient pour former une assemblée, eh bien des assemblées peuvent se lier entre elles. Si, dans l'expérience de quelqu'un, l'activation de l'assemblée A, vacances, est très souvent suivie par l'activation de l'assemblée B, plage, alors un lien fonctionnel va se créer entre ces deux assemblées. La même règle, fire together, wire together, s'applique, mais entre des concepts entiers, des idées. C'est tout à fait ça. Du coup, la prochaine fois que l'assemblée vacances sera activée, cela va faciliter et pourra même déclencher automatiquement l'activation de l'assemblée plage. Qui, à son tour, pourra déclencher crème solaire. Exactement. On obtient une réaction en chaîne, une cascade d'activation. C'est ça, une séquence de phases. C'est le modèle de Hebb pour le cours de la pensée, le flot de la conscience. C'est ce qui explique pourquoi nos pensées ne sont pas aléatoires, mais qu'elles suivent des chemins logiques ou associatifs qui ont été façonnés par notre expérience. C'est d'une élégance folle. Laissez-moi voir si j'ai bien tout suivi. On part d'un postulat qui bouscule tout. Notre perception n'est pas une photo, c'est une construction qu'on apprend. Oui. Le mécanisme de cet apprentissage est physique. Des neurones qui s'activent en même temps renforcent leurs liens. Ce mécanisme, à grande échelle, crée des assemblées de cellules, des réseaux de neurones qui sont les briques de nos pensées. Et enfin, ces briques s'enchaînent les unes aux autres en séquence de phases, créant le film de notre vie mandale. D'une seule petite règle toute simple, il déduit toute l'architecture de la cognition. C'est un résumé parfait. Et l'impact de cette vision a été colossal. Il a réconcilié la psychologie et la neurologie, qui se parlaient à peine. Il a donné aux psychologues un langage pour parler du cerveau et aux neurologues un cadre pour comprendre comment l'activité de ce cerveau pouvait produire de la pensée. La neuropsychologie moderne est née de ce mariage. C'est énorme. Et ce qui est peut-être le plus spectaculaire, c'est que son travail a eu une seconde vie des décennies plus tard. Dans un domaine qui n'existait même pas en 1949, l'intelligence artificielle. Comment ça? Le principe de base des réseaux de neurones artificiels qui permettent aujourd'hui à nos téléphones de reconnaître nos visages ou aux voitures de se conduire toutes seules, c'est l'apprentissage et bien. C'est l'idée qu'un réseau peut apprendre en ajustant la force des connexions entre ces neurones artificiels en fonction des données qu'on lui montre. Sans le savoir, dans son livre de 49, Hebb a écrit le premier chapitre du manuel de l'IA du XXIe siècle. C'est absolument vertigineux. De tout ce qu'on a dit, l'idée qui me marque le plus, c'est ce point de départ. Que notre contact le plus direct avec le monde, la vue, ce n'est pas une vérité, mais une interprétation, une construction. Oui. Ce qu'on voit, c'est le produit de notre histoire personnelle, de notre apprentissage. C'est moins une fenêtre sur le monde qu'un portrait du monde qui a été peint par notre propre cerveau. Et ça me laisse avec une question qui me taraude depuis le début de notre discussion. Je vous écoute. La théorie de Hebb nous montre que la perception d'un simple carré, un truc qui nous semble si évident, est en fait le résultat de milliers d'heures d'apprentissage visuel inconscient. Alors si nos sens les plus basiques doivent apprendre à décoder le monde physique, à quel point nos perceptions bien plus complexes, celles qu'on a des autres, de la société ou même de nous-mêmes, à quel point sont-elles elles aussi des constructions apprises, fragiles et dépendantes de notre expérience, plutôt que des vérités objectives et immédiates?